Dans La princesse de Montpensier, nouvelle de Madame de Lafayette, et son adaptation de Bertrand Tavernier, nous allons découvrir l'importance des lieux et comment sont-ils exploités dans les deux œuvres. Tout d'abord avec des fonctions narratives et dramatiques, puis des lieux entre réalité et fiction, et la divergence symbolique de Paris et de Champigny-Mont-sur-Brac. Dans un premier temps, nous allons observer une fonction narrative et dramatique de ces lieux. Tout d'abord, nous remarquons que les lieux structurent les deux œuvres. Le film de Bertrand Tavernier, tout comme la nouvelle de Madame de Lafayette, est rythmé par des changements de lieu et les déplacements des personnages. En effet, pour ce qui concerne les changements de lieu des personnages, nous remarquons que l'intrigue se construit autour de différents lieux. Par exemple, la princesse de Montpensier change de château de résidence au cours de l'intrigue. Nous la découvrons tout d'abord dans le château de Mézières pour sa vie de jeune femme, puis au château de Montpensier pour sa vie de femme mariée. Si les deux œuvres semblent plutôt identiques pour les changements de lieu, les deux œuvres montrent en revanche des différences pour les déplacements. Dans la nouvelle, les nombreux déplacements des personnages ne sont pas décrits. En outre, Bertrand Tavernier a choisi d'illustrer ces déplacements. Par exemple, nous pouvons observer de longues chevauchées tout au long du film, ou encore des voyages en carrosse. Nous remarquons également que les lieux sont au service de l'intrigue et de la mise en scène. Madame de Lafayette fait le choix d'utiliser des références d'endroits connus, tels que Angers, Loches, Poitiers, Champigny ou Paris. Cependant, ces lieux ne comportent aucune description, ou alors simplement ce qui est utile à la narration. Pour son film, Bertrand Tavernier utilise les mêmes références, mais il s'applique à donner des illustrations détaillées des lieux qui correspondent et servent aux personnages. De plus, il ne se contente pas d'illustrer que les pièces importantes. En effet, nous pouvons observer à l'écran des lieux simples et communs, comme la cuisine, la sellerie, les coulisses du château. Il prend plaisir à illustrer des lieux existants qui ont une âme et les aménage en fonction des actions et des personnages qui évoluent à l'intérieur. Nous allons voir maintenant que la géographie est tout à fait utile à l'histoire. Nous pouvons retenir deux types de lieux dans La princesse de Montpensier, que ce soit l'œuvre de Madame de Lafayette ou celle de Bertrand Tavernier. Nous retrouvons des lieux de guerre et des lieux plus écartés et plus intimes. En ce qui concerne la géographie de la guerre, les lieux sont souvent cités en fonction des batailles, des victoires ou encore des carnages comme celui de la Saint-Barthélemy. Ces lieux correspondent aux allées et venues du prince selon ses commandements qui valorisent sa gloire militaire. Mais cette géographie liée aux guerres de religion n'est pas exploitée de la même manière dans les deux œuvres. Dans la nouvelle, les lieux simplement cités en fonction des batailles ou des sièges et les déplacements des personnages sont liés aux différentes guerres civiles. En revanche, dans le film, la guerre n'est pas seulement évoquée à travers de simples noms historiques, mais elle est directement représentée. Le film s'ouvre d'ailleurs sur un champ de bataille recouvert de cadavres. Mais là où le détail manque, c'est pour exprimer de quelle bataille il s'agit. Les événements sont montrés comme ils sont vécus par les personnages et ne sont pas nommés comme dans la nouvelle. Dans ces œuvres, nous pouvons observer une géographie trompeuse ainsi qu'une géographie imaginaire. Comme nous l'avons dit précédemment, les lieux utilisés sont des lieux connus et existants. Cependant, certains édifices, comme le Louvre ayant été rénovés, Bertrand Tavernier a choisi de tourner des scènes du film dans un autre lieu, se rapprochant d'un point de vue architectural à l'époque de Charles IX, afin de conserver au mieux l'âme de l'époque. De plus, le réalisateur choisit de remplacer le château de Champigny par celui de Messillac dans le Cantal, car il est totalement détruit et délabré. En outre, à titre exceptionnel, Madame de Lafayette s'est détachée de la réalité en décrivant une scène totalement imaginaire et féerique qui renvoie au conte merveilleux avec la scène de la rivière. Attardons-nous maintenant sur deux lieux symboliquement divergents, Paris et Champigny-Mont-sur-Brac. Tout d'abord, Champigny-Mont-sur-Brac. Il faut tout d'abord le situer. Le château de Champigny-sur-Veude est situé en Touraine
et a appartenu au Montpensier. C'était un très beau château, mais qui fut détruit sous l'ordre de Richelieu en 1635. Dans le film, Tavernier choisit de remplacer Champigny, dont le château est complètement détruit, par le château de Messillac, dans le Cantal. Le nom de Mont-sur-Brac, rappelant le plateau de l'Aubrac, dans le Cantal, a été inventé par Jean Cosmos. Le château Champigny-Mont-sur-Brac est dans un premier temps un lieu de paix et d'intimité. Contrastant avec le château Renaissance des Mézières, similaire au château de la Loire, Mont-sur-Brac semble très rustique. C'est un vieux château, isolé dans la campagne, un voyage long est nécessaire pour y parvenir. En effet, on voit le prince de Montpensier dans le film dire à la princesse « Vous ne tiendrez pas ainsi jusqu'à Mont-sur-Brac, j'ai crevé 2 chevaux dans ma hâte. » Isolé de tous, c'est dans ce château que se crée l'amitié entre Chabannes et Marie. En effet, le prince étant régulièrement absent, ils y vivent une vie paisible dans laquelle Chabannes l'instruit et lui inspire des sentiments d'une vertu extraordinaire et digne de la grandeur de sa naissance, comme est dit dans la nouvelle. D'autre part, ce lieu est aussi un lieu d'amour conjugal. On le voit notamment dans le film lors de la scène de la découverte amoureuse du prince et de la princesse, dans laquelle ils sont tous deux nus, et où le prince lui dit « Laissez-moi profiter de la paix et de vous ». Champigny-Mont-sur-Brac représente aussi un lieu d'amour permis et interdit. En effet, c'est à Champigny-Mont-sur-Brac que l'amitié de Chabannes et la princesse se transforme en amour vain de la part de Chabannes pour Marie. Dans la nouvelle, on remarque une citation. « Il ne put se défendre de tant de charmes qu'il voyait tous les jours de si près. Il devint passionnément amoureux. Cet amour causera la douleur de Chabannes et finalement sa perte. » De plus, malgré l'isolement du château, on remarque avec le colporteur que les nouvelles y parviennent tout de même. C'est d'ailleurs à ce moment que le duc de Guise réapparaît verbalement. Et ce n'est qu'à la suite de la scène à la rivière que la princesse fait entrer des hommes, dont le duc de Guise et le duc d'Anjou au château. Cet événement crée la jalousie du prince et trouble la princesse, puisque le duc de Guise lui avoue l'aimer encore. D'autre part, c'est ici aussi que le duc d'Anjou tombe lui aussi sous le charme de la princesse en une seule nuit au château. Subjugué par sa beauté, il ne peut s'empêcher de lancer des sous-entendus dans le film, notamment lors de la scène où ils sont tous attablés. Champigny-Mont-sur-Brac est donc, pour beaucoup des personnages, le lieu de commencement d'une lutte contre la passion amoureuse. Dans la nouvelle, le château Champigny est vu comme le lieu de la faute et de la mort. Ce lieu, au départ de paix et de protection, change peu à peu de fonction symbolique. Après le bal masqué, le prince fou de jalousie et furieux contre sa femme l'envoie à Champigny, non plus dans le but de la protéger, mais bien pour la punir et l'éloigner de Guise. Dans la nouvelle, c'est dans ce lieu que Marie et Chabannes organisent le rendez-vous secret entre Guise et elle. Elle accepte ce rendez-vous prémédité et laisse entrer l'adultère dans sa vie en acceptant de lever le pont-levis. C'est ensuite dans cet endroit que le quiproquo a lieu. Le prince croit que la princesse a une relation avec Chabannes et l'oblige à fuir, ce qui conduira Chabannes à la mort. Dans la nouvelle, Champigny est le lieu de la mort de la princesse. Elle y tombe malade dans la solitude absolue et y meurt de chagrin. En effet, elle ne put résister à la douleur d'avoir perdu l'estime de son mari, le cœur de son amant et le plus parfait ami qui fut jamais. Dans le film, Mont-sur-Brac est un lieu de solitude, mais pas de mort. Tavernier refuse de faire mourir la princesse, de la punir pour avoir suivi son cœur. Il décide de faire de Mont-sur-Brac une prison dont elle s'échappe en rompant tout lien avec son mari. Après Champigny-Mont-sur-Brac, nous observons Paris comme un lieu d'apparence, d'intrigue et de danger. Tout d'abord, Paris est un lieu d'apparence et de fête. En effet, la cour se retrouve à Paris pour des raisons politiques, mais également pour les fêtes et réjouissances. On lit par exemple « Toute la cour se trouva à Paris » ou encore « Remplit la cour de fêtes et de réjouissances ». Nous pouvons constater un contraste entre le lieu de fête et de joie apparent et ce que vivent les différents protagonistes. En effet,
Il y a l'amour impossible et destructeur du duc de Guise et de la princesse, la rivalité entre Guise et Anjou, la méprise du bal masqué, la jalousie du prince. On y voit également une absence d'intimité. La princesse est obligée de se retirer dans son appartement pour réfléchir, ou même lorsqu'elle vit un moment de joie, comme dans le film, lorsqu'elle s'y retire, le sourire aux lèvres, après l'aveu de Guise sur ses sentiments, et s'ensuit la discussion avec Chaban. On remarque aussi qu'il est presque impossible pour les amants de se voir, leurs moments à deux sont rares. Paris, c'est un lieu où tout le monde s'observe, s'épie. La princesse le ressent lorsqu'elle dit au duc d'Anjou, qu'elle prend pour Guise, lors du bal, « N'ayez des yeux ce soir que pour madame. On m'observe, ne m'approchez plus. » Mais Paris est également un lieu d'admiration. C'est à celui qui sera le plus beau. On voit dans le film, par exemple, le duc commande de nouveaux habits en fonction de ce qu'il veut montrer. « Qu'on me retrouve à mon mieux, dit-il. Ou encore, au moins soyons beaux. » Ce moment révèle le souci des apparences. Paris est également perçu comme un lieu piégé et dangereux. Dans le film, on peut voir que la princesse est effrayée à l'idée de se rendre à Paris. C'est en effet un lieu d'intrigue où tout y est piégé. Le duc d'Anjou profite de sa place pour attirer les disgrâces du roi sur Guise et pour le mettre en mauvaise position auprès de la princesse en lui faisant croire qu'il la trompe. On le remarque surtout avec la mise en scène du film au bal masqué, dans lequel tout est confus, il y a beaucoup de monde, de nombreuses pièces, on poursuit la princesse avec une musique angoissante. Tavernier choisit aussi Paris pour que se passe la rencontre secrète de Marie et Guise, ainsi que l'adultère. On retrouve une atmosphère angoissante de complot. Guise se cache pour pénétrer le château, l'accès à la chambre paraît difficile, jusqu'au quiproquo et le bannissement de Chaban. Le massacre de la Saint-Barthélemy a également lieu à Paris, et c'est dans celui-là que Chaban est tué, dans l'extrémité d'un des faubourgs de Paris, comme un passage étroit qui se referme sur sa victime. On remarque dans cette scène du film un contraste saisissant entre l'innocence du comte de Chaban et la violence du massacre et de Paris. Paris est aussi le lieu de l'échappée finale, qui est hors lieu dans le film. Contrairement à Madame de la Fayette, Bertrand Tavernier décide de ne pas faire mourir la princesse, mais de lui faire quitter le monde dans lequel elle vit. C'est donc une mort symbolique. Celle-ci part voir Guise depuis Mont-sur-Brac pour s'assurer de la trahison de celui-ci et être sûre de ses sentiments. Une fois qu'elle s'est rendue compte qu'elle a tout perdu, elle part sur la tombe de son ami Chaban, dont on entend la voix off. La dernière scène se situe dans la neige, en plein hiver. On voit la princesse s'en aller. Cette errance ressemble à la revendication de la liberté. Pour conclure, les lieux jouent des rôles essentiels. Ce sont eux qui structurent les deux œuvres. Ils en sont les piliers. Malgré le fait que Madame de la Fayette n'en fasse pas une description détaillée, ils sont tout de même aussi présents dans la nouvelle que dans le film, notamment pour la géographie de la guerre. Leur ambiguïté et leur atmosphère confuse connotent avec la complexité des personnages et leurs sentiments. De ce point de vue-là, le film permet au spectateur davantage de proximité avec les différents protagonistes.